On dit que le luxe est un monde inaccessible. Mais l'histoire de Bernard Arnault prouve qu'il peut aussi être une arme. L'homme qui a pris 15 millions et les a transformés en un empire de plus de 300 milliards. C'est l'histoire vraie de l'homme le plus riche d'Europe. Une histoire de vision, de risque et d'une intelligence stratégique que peu osent défier. Au milieu des années 80, Dior était mort. Une marque iconique devenue un fantôme. Faillite, usine fermée, réputation détruite. C'est alors que Bernard Arnault, un entrepreneur pratiquement inconnu dans le monde du luxe, a vu ce que personne d'autre ne voyait, non pas une entreprise déchue, mais un géant endormi. Avec à peine 15 millions de dollars de financement, il est entré sur l'échiquier. Tandis que tous fuyaient, lui avançait. Il a racheté l'entreprise entière, pièce par pièce, affrontant syndicats, politiciens, banques, concurrents et l'opinion publique française. On le traitait de fou, ou pire, d'opportuniste. Mais Arnault ne cherchait pas les applaudissements. Il cherchait le contrôle. Le contrôle total dont il avait besoin pour reconstruire Dior depuis ses fondations. Quand les autres voyaient des ruines, lui voyait un joyau sous la poussière. Quand il a pris le contrôle, la réalité a frappé plus fort que prévu. Dior n'était pas seulement brisée, elle était engloutie. Les dettes étaient plus grandes que les bâtiments, et les chiffres rouges ressemblaient à une sentence de mort. Tandis que d'autres voyaient un problème impossible, lui voyait un puzzle. Il n'y avait aucun glamour, aucun luxe. Juste un homme dans un bureau vide, passant les chiffres en revue jusqu'à l'aube, cherchant une issue que personne d'autre n'était capable de voir. C'est alors qu'il a découvert la fissure, une structure juridique si fragile, qu'un mouvement minuscule pouvait devenir un avantage gigantesque. Quand il a présenté sa stratégie, la salle a explosé. Les dirigeants se sont moqués. Les analystes l'ont traité d'imprudent. Et les banquiers ont simplement dit que c'était impossible. Mais il n'avait pas besoin d'autorisation. Il avait seulement besoin de temps. La presse l'attaquait sans relâche. On l'appelait l'étranger, l'envahisseur du luxe, l'entrepreneur sans nom noble. Et chaque titre semblait conçu pour le tuer avant même qu'il puisse commencer. Mais il ne répondait pas. Il ne donnait pas d'interview. Il n'expliquait rien. Il savait que, dans les affaires, le silence est aussi une arme. Tandis que tout le monde pariait sur son échec, il avançait avec un calme déconcertant. Des années plus tard, l'un de ses rivaux dirait « Le plus dangereux chez lui, c'est qu'il ne s'accélère jamais, ni quand il gagne, ni quand il perd. » Et c'est ainsi que le moment clé est arrivé. Réunion secrète. Porte close. Négociations qui s'étendaient jusqu'à l'aube. Un par un, les propriétaires fatigués, les investisseurs frustrés et les partenaires désespérés ont commencé à céder. Quand l'encre a touché le papier, sa stratégie s'est révélée. Il avait réussi à contrôler l'entreprise sans payer ce que le marché exigeait. Il avait utilisé la faiblesse du système pour renforcer sa position. Les mêmes experts qu'il avait traités d'imprudent l'appelaient désormais brillant. Ce soir-là, il est resté debout devant le siège de Dior. Le bâtiment paraissait immense, presque intimidant. Mais il ne voyait pas un monument du passé. Il voyait la première pierre d'un empire qui n'existait pas encore. Les alliances ont commencé à naître. Certaines sincères, d'autres feintes, la plupart forcées. Car dans le jeu du luxe, tout le monde veut gagner. Mais personne ne veut admettre que quelqu'un d'autre joue mieux. Depuis les hauteurs, Paris paraissait tranquille. Presque comme si la ville ne comprenait pas ce qui était sur le point d'arriver. Pour le reste du monde, Dior restait une marque blessée. Pour lui, c'était la clé. La porte d'entrée vers une constellation de marques qu'il ne savait pas encore qu'il dominerait. Cette nuit-là,
il a pris une décision qui changerait à jamais l'histoire du luxe. Il ne se contenterait pas de sauver Dior. Il construirait un empire. Pour comprendre comment il a construit un empire, il faut entrer dans son esprit. Car pour lui, investir n'a jamais été une question d'argent, mais de sens. Tandis que les autres mesuraient les entreprises en chiffres. Lui les mesurait en histoire, en identité, en âme. Il visitait les ateliers en silence. Il observait les artisans travailler, non par courtoisie, mais pour étudier chaque geste. Il voulait comprendre où naissait la beauté, avant d'investir le moindre centime. Dans une pièce remplie d'esquisses, de tissus et de concepts inachevés, il a compris sa première règle. Une marque vaut autant que l'histoire qu'il apporte. Sans héritage, il n'y a pas de luxe. Tandis que le reste de l'industrie courtisait des designers consacrés. Lui cherchait des talents inconnus. Il croyait fermement que la créativité était l'actif le plus précieux au monde. Dans des usines silencieuses, il inspectait chaque machine, chaque processus. Son approche était chirurgicale. Il ne cherchait pas à acheter des entreprises. Il cherchait à les reconstruire depuis leur fondation. Il voyait les anciennes vitrines comme des structures de pouvoir. Pour lui, une boutique n'était pas un point de vente, c'était un temple. Un théâtre où le luxe devait raconter une histoire sans prononcer un seul mot. Il marchait dans Paris avant que la ville ne se réveille, pensant en décennies, non en mois, tandis que le monde du luxe vivait dans le présent, lui construisait pour les 20 ou 30 années à venir. Tous ne partageaient pas sa vision. Certains dirigeants le trouvaient trop risqué, trop artistique, trop obsessionnel. Mais il répétait toujours la même chose, la précipitation détruit les empires. C'est ainsi que sont nées ces 3 règles de richesse. Construire de la valeur, ne pas courir après l'argent facile, protéger la créativité avant toute autre considération, et ne jamais investir sans contrôle absolu. Mais dans son carnet, il y a une page fortement raturée. Une 4e règle qu'il n'a jamais révélée. Certains pensent que c'est là que se cache son véritable secret. D'autres disent que nous ne le saurons jamais. Une chose est certaine, sa philosophie a transformé une entreprise mourante en la plus grande constellation de marques de luxe de la planète. La seule chose certaine, c'est ceci. Sa philosophie a transformé une entreprise moribonde en la plus grande constellation de marques de luxe de la planète. Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Moet, Hennessy, Tiffany et des dizaines d'autres. Un empire construit non pas sur la fortune, mais sur la vision. Un empire né dans le silence, entre ateliers abandonnés et décisions impossibles. Un empire qui démontre que, dans le monde du luxe, le véritable pouvoir n'appartient pas à celui qui achète, mais à celui qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. C'est l'histoire de l'homme qui a transformé l'ambition en art et le luxe en pouvoir.